Bonjour à tous. Après avoir présenté le premier cours du module Initiation à l'entrepreneuriat qui était réservé à la présentation et la définition de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur, nous passons aujourd'hui au second cours qui porte sur l'innovation et l'opportunité. Alors, tout d'abord, je voulais vous poser la question, c'est quoi une innovation? Bien sûr, certains d'entre vous me diront, Madame, une innovation, c'est une idée. Ben non, pas forcément. Une idée peut être une innovation après l'avoir développée, mais peut ne le pas l'être. On n'est pas sûr. Est-ce que c'est une invention? Pas forcément aussi. Nous allons voir à la fin de ce cours quelle est la différence entre une invention et une innovation. Est-ce qu'une invention peut forcément devenir une innovation? Pas forcément. Mais c'est un changement positif, considérable par rapport au changement cumulatif. Je vais expliquer. Cet exemple. Vous avez d'un côté un téléphone portable, Nokia, le 3310, les anciens peut-être s'en souviennent, et d'un autre côté, un smartphone. Souvenez-vous, à nos débuts, quand le téléphone portable ou l'utilisation du téléphone portable s'est vulgarisée, tout le monde a commencé à en avoir un, c'était sous cette forme-là, sous la forme du Nokia. Par la suite, ce téléphone a dû subir des changements, une série d'améliorations. Il a été amélioré, mais c'était toujours en utilisant des boutons. Okay? Peut-être que l'écran est devenu en couleur, le téléphone, certains pouvaient s'ouvrir, certains glissaient, mais on était toujours dans les boutons. Et puis un jour, on a eu le système Android dans nos téléphones. C'est devenu des smartphones et on avait des écrans tactiles. Et voilà, les boutons ont disparu. C'est devenu, on maîtrisait notre téléphone en le touchant. Voyez, d'un côté, donc le téléphone est passé par deux étapes. La première étape, c'était l'amélioration, de petites améliorations. Okay? Et de l'autre, on a un changement positif considérable. C'est un changement considérable par rapport au changement qu'a subi le téléphone avant. Notre exemple, celui du PC, de l'ordinateur de bureau. À ses débuts, les PC étaient énormes. Ils prenaient des salles entières. Mais les ingénieurs ont travaillé dessus, ont amélioré les microprocesseurs. Il est devenu plus petit, plus élaboré, jusqu'à en obtenir le PC de bureau qu'on a aujourd'hui. Mais lorsqu'on se demande quel est le changement énorme, le changement le plus important qu'a subi l'ordinateur, le changement positif considérable par rapport au changement cumulatif, c'est bien le PC portable, le PC qu'on peut prendre et utiliser où on veut, dans le transport, dans les parcs, au bureau, à la fac, au travail, à la maison. C'est vraiment le changement qui frappe. Okay? Donc, vous avez plusieurs changements cumulatifs et vous avez le changement positif qui est considérable. Okay? Donc, ça, c'est une innovation. Nous avons dit tout à l'heure qu'une innovation n'est pas forcément une invention. Pourquoi? Je donne souvent l'exemple des entreprises américaines et leurs contrats avec les grandes universités et les laboratoires de recherche. C'est-à-dire, ces entreprises financent ces laboratoires pour travailler sur des projets de recherche destinés à ces entreprises. Ils développent des produits et les présentent à ces entreprises. Après, bien sûr, ces entreprises vont évaluer le marché, vont observer le comportement du consommateur et vont voir si ce consommateur est prêt, est assez mature, si l'environnement de consommation est favorable à l'utilisation
de ce produit-là? Parfois, oui, parfois, non. Ben, quand c'est oui, tant mieux, le produit est lancé. Et quand c'est négatif, eh bien, soit on remet l'invention au placard et on attend, on suit l'évolution du marché, soit on fait sortir une autre version intermédiaire, c'est-à-dire qu'on laisse le consommateur s'adapter à la nouvelle technologie doucement pour qu'il soit prêt à accueillir la nouvelle invention. Donc ne croyez pas que tout ce qu'on a sur le marché vient d'être créé ou vient d'être imaginé. Ce peut que ce soit des concepts déjà conçus il y a quelque temps, mais tout simplement que le consommateur ou que le marché n'est pas assez mature, n'est pas suffisamment prêt à accueillir et à consommer le produit. J'aime bien l'exemple de la voiture sans chauffeur. Elle a été conçue, on a vu les modèles, ils ont été proposés lors des salons de l'auto, mais est-ce qu'ils sont lancés aujourd'hui? Ben non, on ne les utilise pas encore. Vous me direz, pourquoi? Eh bien, parce que l'environnement n'est pas encore prêt à les recevoir. Par exemple, en cas d'accident, qui est fautif? Est-ce que c'est le conducteur? Enfin, est-ce que c'est le voyageur? Est-ce que c'est la partie adverse? Est-ce que c'est l'ordinateur? Est-ce que c'est le logiciel, pardon? Ou est-ce que c'est le concepteur de la voiture? Donc, puisque tout n'est pas clair, notamment pour les compagnies d'assurance, on attend. Et on attend jusqu'à ce que le marché soit prêt à accueillir cette innovation. Exemple d'innovation que j'aime beaucoup, celui-là est un projet d'entrepreneuriat social qui a pu décrocher un prix lors d'un concours international sur l'entrepreneuriat social, qui a été proposé par un ingénieur agronome mauritanien. C'est le TIFA combustible. Ah oui. Eh bien, l'histoire de ce produit vient d'une détection d'un besoin, d'une menace qui a été transformée en un véritable produit qui vient sauver l'écologie, créer des postes de travail et créer de la richesse pour les habitants. Alors, c'est quoi l'histoire? En fait, sur le fleuve du Sénégal, là, que vous voyez, donc le Sénégal a construit un petit barrage pour empêcher la salinité de l'eau de mer de monter. Hmm. Mais le fait d'empêcher la salinité de la mer de monter a créé un environnement favorable et propice à la propagation de cette plante invasive qui est le typha, que vous voyez a fortement endommagé la récolte des agriculteurs mauritaniens. Ils en ont souffert. Et puis, le jeune agronome a imaginé une solution. Il a pris les plantes, donc le typha, et a proposé une formule ou a développé une formule qui permet de transformer le typha en charbon, le biocombustible. Et bien justement, comment est-ce qu'il a organisé les choses? Les hommes venaient couper le typha, les femmes donc le moulaient grâce à la formule et le transformaient en charbon. Elles le vendaient. Donc les femmes travaillaient, les hommes travaillent, et le fait d'utiliser le biocarburant du typha, eh bien cela empêchait les habitants de la région d'aller couper les arbres, donc ça luttait contre la déforestation pour en faire du charbon, parce que eh bien dans la région on n'a pas de gaz. Okay. Comme combustible, on utilisait le charbon qu'on produisait grâce au bois, au bois des forêts. Okay. Comment une plante invasive est transformée en biocarburant, en biocombustible, et qui a permis de lutter contre, la déforestation, aider les familles à avoir un revenu supplémentaire, créer des postes d'emploi et aider les jeunes agriculteurs à lutter contre la plante invasive. C'est un projet donc vraiment important, c'est innovant, c'est vraiment un modèle de réussite
vu les circonstances. L'innovation, bien sûr, ne concerne pas uniquement les produits, ni les services, ni les biens agricoles uniquement. L'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, définit l'innovation comme étant la mise en œuvre d'un produit, que ce soit un bien, donc un ordinateur, un téléphone, un robot, un meuble, ou un service, d'un processus nouveau, une nouvelle manière de travailler, ou sensiblement amélioré. Donc, on revient nouveau ou sensiblement amélioré. On revient à la définition de l'innovation. C'est soit quelque chose qui n'existait pas du tout avant ou quelque chose qui est sensiblement amélioré. D'une nouvelle méthode de commercialisation, donc une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vendre, ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, manière de travailler, l'organisation des lieux de travail, les open space par exemple, ou les relations extérieures. Donc l'innovation touche absolument à différents secteurs, à différents niveaux, à différents... Certains me diront, oui madame, mais pourquoi on étudie l'innovation dans le cours Initiation à l'entrepreneuriat? Ben, on l'a dit, l'innovation, c'est le fondement de l'entrepreneuriat. Selon Peter Drucker, l'innovation est un outil spécifique des entrepreneurs. C'est leur outil de travail. Toute leur manière de travailler est basée sur l'innovation. C'est le moyen par lequel ils exploitent le changement comme une opportunité pour des affaires et des services différents. Ben voilà que l'État interdit l'importation d'un produit quelconque. Cela peut être considéré comme une opportunité. C'est une part de marché qui est en jeu. Peut-on l'exploiter? L'innovation peut se présenter comme une discipline. Elle peut être apprise et pratiquée. Les entrepreneurs ont besoin de chercher précisément les sources d'innovation. Innover, oui, mais sur quel axe? Regardez par exemple un pot de yaourt. Une entreprise peut vouloir innover en ce qui concerne ce produit, mais il y a plusieurs axes. On peut innover dans le contenu. Je ne sais pas, proposer des yaourts aux fraises, au caramel, aux fruits exotiques. On peut innover concernant l'emballage. Utiliser du bio-emballage ou bien changer la forme, changer la couleur. Ok? Donc, il y a vraiment plusieurs axes. Tout dépend du produit. Il y a un article que j'ai lu récemment dans le Business Harvard Review qui parlait de l'innovation et des différents axes. On parlait de l'expérience qu'a vécue Warner Bros. Contre Sony. En fait, à l'époque, donc vous connaissez Warner Bros., donc la boîte de production à Hollywood, etc. Donc ils en avaient un peu marre de devoir payer à chaque fois une partie à Sony parce que, eh bien, quand ils vendaient leur production sous forme de CD, on devait payer une partie à Sony. C'est normal, ce sont ces CD. Et ils ont voulu proposer un produit qui était le leur. Pourquoi pas imaginer, réaliser, inventer un produit qui nous permettrait de prendre tous les gains, tous les bénéfices à nous-mêmes. Pourquoi aller donner une partie, utiliser un autre produit et aller donner une partie de ce gain à une autre entreprise? Eh bien, ils se sont mis, donc ils se sont alliés Philips et ont essayé donc de développer ce produit. D'un autre côté, pardon, Sony aussi était en train de développer une nouvelle version du CD. Donc, on avait deux industries, chacune de son côté, développer une nouvelle version du CD. Et ben voilà, lors de cette période, tout le monde retenait son souffle.
Et voilà que les alliés, donc le consortium, le premier, ont proposé un nouveau super CD et Sony et son équipe proposent le DVD. Ben voilà. Les deux entreprises, enfin les deux consortiums, ont proposé des produits qui sont nouveaux. Ok, on voit une amélioration importante. C'est quoi cette amélioration? C'est le son. Donc, ils ont innové sur l'axe son. La qualité du son était nettement supérieure. La qualité de son de ces produits-là était nettement supérieure à la qualité du son du CD qui existait avant. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les producteurs, les industriels, les consommateurs, hmm, tous commençaient à gémir. Pourquoi? Ils ne savaient pas quoi choisir. Il ne faut pas se tromper. C'est des millions, c'est des milliards qui rentrent en jeu. Donc, est-ce qu'on prend le produit développé par Warner Bros. Et Philips ou bien on prend l'autre produit de Sony et de son équipe? C'est bien à se demander pour laquelle opter. Et ben voilà. Au même moment, de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de l'Atlantique, une équipe de recherche européenne nommée Eureka propose un tout nouveau produit. Vous me direz, mais c'est quoi? Eh bien, c'est le MP3, le fameux lecteur MP3. Le tout petit lecteur qu'on pouvait prendre dans notre poche, mettre dans notre sac. Tout petit, qui nous permettait d'écouter des enregistrements audio là où on voulait. Et là, tout le monde est content. Eh bien, ça fait un tabac. Ok. Tous les consommateurs étaient complètement sous le charme de ce nouveau produit. Ça y est, les baladeurs CD, ça y est, les grands lecteurs de CD, hein, qu'on devait trimballer avec nous. Ce tout petit appareil qu'on pouvait prendre était invisible, tout léger, hein, tout timide là, qui prenait pas de place. C'était la solution. Regardez bien. Les Européens ont travaillé sur un autre axe de développement. Ils ont travaillé l'axe donc du poids, hein, du volume. Ok. C'est ce qui était important. C'est-à-dire que le consommateur, là, c'est bon, il était satisfait du sang. Il cherchait un autre type, un autre côté, une autre amélioration du produit. Qui était ça? Qui était le volume, hein, et le poids. On avait un plus petit produit et plus léger. Certes, souvenez-vous, la qualité du son proposé par l'MP3 laissait un petit peu à désirer. C'était pas parfait, c'était pas la même qualité du DVD ou autre. Hein. Mais le consommateur était prêt à faire ce sacrifice, ce petit sacrifice, hein, de laisser accepter une qualité moindre de son en contrepartie d'avoir un produit qui était plus léger et facile à trimballer avec soi un petit peu partout. Vous voyez, innover, oui, mais il faut faire attention sur quel axe doit-on innover. Il faut revenir toujours aux consommateurs, aux études de marché. C'est très important de choisir le bon axe. Si on se trompe, bien on peut perdre beaucoup d'argent. Okay? Toujours revenir vers le consommateur. Bien sûr, l'innovation, c'est le vecteur de croissance. C'est un moteur de développement d'une entreprise. Une entreprise qui n'innove pas, qui ne propose pas de nouveautés, en général, elle ne résiste pas sur le marché. Voyez des entreprises qui proposent des produits emblématiques. Hein, je donne souvent l'exemple de Nutella. Nutella, avec sa pâte à tartiner, elle existe toujours, elle résiste toujours. Mais même si son produit marche bien, n'empêche qu'elle propose d'autres produits, notamment les barres céréalières avec du Nutella, avec du chocolat Nutella, notamment parce que le consommateur ou le comportement du consommateur évolue. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps ou on n'arrive plus à prendre le temps de s'asseoir à table et prendre le petit déjeuner ensemble, prendre le pain, tartiner, etc.
Ok. On a à peine le temps de se préparer et de sortir au travail. Donc, du coup, on consomme moins le produit. Donc, pour y remédier, Nutella, l'entreprise qui fait ce produit, a élargi sa gamme et a lancé ses barres. Donc, on le prend, on l'a dans le sac, on l'a dans le sac à dos. Et dès qu'on est soit dans le transport, dans la rue, à la fac, au bureau, dans le parc, donc on prend le snack, on l'ouvre et on consomme là sans se salir les mains, ok? Euh, Facilement, soit le matin, donc au lieu de prendre le petit déjeuner, au goûter. Hmm. Donc, c'est vraiment le moteur de développement d'une entreprise. C'est très important, même si le produit marche bien, mais c'est très important d'innover. D'ailleurs, ça permet d'avoir un coup de jeune, ok, pour l'entreprise, que les consommateurs ne le voient pas comme quelque chose de vieillot. Ah oui, chez nous en Algérie, il y a le gâteau là, Bémo la galette. Ça existe depuis longtemps, ça marche bien. Mais n'empêche que la marque Bémo continue à proposer de nouveaux produits sur le marché. Ok. Ça permet aussi pour les jeunes, ne pas dire, ah oui, ça c'est le produit que consommaient papa et maman à l'époque, donc ça fait pas jeune. Hein. Mais puisque la marque continue à proposer des produits nouveaux, des produits adaptés aux attentes du consommateur aujourd'hui, elle est toujours estimée, observée, considérée comme une entreprise qui propose des produits au goût du jour. Alors, c'est un moyen de distinction dans un environnement compétitif. Tout à fait, oui. Quand on propose un produit nouveau, on arrive à se distinguer, à sortir du lot, hein, à être reconnu comme une marque ou comme une entreprise à part entière. On pas à dire oui, c'est une entreprise de chocolat. Ben non, c'est du Lindt. C'est pas n'importe quel chocolat, par exemple. C'est un facteur majeur influençant la planification stratégique. Oui, tout à fait. Au niveau de l'entreprise, l'innovation a une place prépondérante dans la planification stratégique. Mène à la création de richesses, c'est sûr, c'est pour ça que c'est important dans l'entrepreneuriat. Hein. Donc, l'innovation, c'est vraiment la part la plus importante dans l'entrepreneuriat. Ça permet à l'entreprise de survivre et de créer de la richesse, parce que ça fait travailler aussi des personnes. La compétition et la forte demande créent l'innovation. Tout à fait. Lorsqu'on est sur un marché où il n'y a qu'une seule entreprise, c'est le monopole, en général, l'entreprise n'est pas ne se voit pas dans l'obligation d'aller vers l'innovation et proposer des produits nouveaux. Elle se dit, puisque mon produit marche, et puis puisque le consommateur, il n'a pas trop le choix, hein, s'il veut consommer, je ne sais pas, du sucre, bien de l'huile, on n'a qu'une seule marque sur le marché. Mm. Donc, c'est la seule marque. Il est obligé de l'acheter. Mais s'il y a plusieurs entreprises, s'il y a une concurrence, plusieurs choix, là, le consommateur, eh ben, il prend en considération le rapport qualité-prix, etc. pour faire son choix. Là, l'entreprise doit faire un effort, donc à chaque fois, et d'essayer de proposer le meilleur produit pour le client pour pouvoir le convaincre. Reprend les différents liens existants entre la création d'une organisation, création de valeur, opportunité d'affaires et innovation. On va commencer à présenter les axes un par un. Donc, le premier axe qui lie la création d'une organisation, donc la création d'une entreprise. Entreprise, c'est une organisation. Donc, qui lie création d'une organisation à opportunité d'affaires. L'exploitation d'une opportunité d'affaires sur le marché nécessite l'organisation des ressources diverses. C'est-à-dire que moi, entrepreneur, si je détecte une opportunité d'affaires sur le marché, je dois revenir à mon entreprise, évaluer. Est-ce que déjà je dispose des moyens nécessaires me permettant d'exploiter cette opportunité? C'est-à-dire, est-ce que par exemple mes moyens de production, que ce soit humains ou matériels, me permettent de produire suffisamment pour couvrir
une part de marché supplémentaire, par exemple. Ok? Si oui, tant mieux. Sinon, comment puis-je m'organiser pour pouvoir la saisir? Le lien 2, qui relie création d'une organisation à la création de valeur, eh bien, dit que la pérennité de l'organisation nécessite l'offre de valeur attendue par les parties prenantes. C'est-à-dire, moi, en tant que chef d'entreprise, si mon entreprise ne parvient pas à proposer un produit qui répond aux besoins des consommateurs, ces derniers ne vont pas l'acheter. Si je ne vends pas, je ne réalise pas de chiffre d'affaires et je ne gagne pas. Je ne suis pas contente. Donc, partie prenante, consommateur, fournisseur, distributeur, actionnaire, peut-être, associé, tout ça, c'est important. L'acte 3 qui relie innovation à la création de valeur dit que l'innovation est l'origine de toute création de valeur. Voyez la place de l'innovation. Le lien 4 qui relie innovation et opportunité d'affaires, eh bien, nous montre que l'innovation peut correspondre à la construction d'une opportunité sur le marché. Mais le contraire n'est pas toujours vérifié. Attention. Le lien 5 qui relie innovation et création d'une organisation, toute exploitation d'une innovation, à l'instar de l'exploitation d'une opportunité d'affaires, appelle une organisation et l'existence de celle-ci favorise les interactions créatives nécessaires. Et donc, aussi, comme pour l'exploitation d'une opportunité, pour saisir une innovation, il nous faut, ou bien pour réaliser une innovation, c'est important d'organiser les différentes ressources d'une façon à pouvoir instaurer un climat favorisant ces innovations et la créativité. Le lien 5, qui relie création d'une valeur et opportunité d'affaires, nous dit qu'une opportunité n'est exploitée que si elle est aperçue comme susceptible de dégager une valeur. Bien sûr, dès qu'on détecte une opportunité d'affaires sur le marché, on ne va pas la saisir tout de suite. On vérifie d'abord, bien sûr, si on a les moyens, mais surtout, on va vérifier si elle va m'apporter de l'argent, si je vais gagner, si elle est créatrice d'une valeur. D'accord? Ça, c'est important et c'est primordial. Ce cours par le schéma vers l'innovation. Donc, pour commencer, on trouve la créativité. La créativité, c'est de pouvoir imaginer des choses nouvelles. Puis, une fois imaginé, une fois le concept en tête, on va essayer de le concrétiser. Donc, on passe à l'invention. On va matérialiser ces découvertes, ces imaginations. Enfin, on arrive à l'innovation, c'est-à-dire apporter de la valeur pour satisfaire les clients. Voyez, on se pose toujours la question, est-ce que c'est utile et en quoi ça pourrait être utile? Parce qu'on cherche toujours à satisfaire les clients, apporter la valeur. Quelle est la valeur perçue? Quelle est la valeur apportée par cette invention? Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. En attendant, ben, je vais vous envoyer le prochain cours qui portera sur l'entrepreneuriat.